Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Folie douce. Donc, dans la prochaine heure, on a beaucoup de choses à vous présenter. On aura une entrevue avec Émilie Jeté et Simon Laliberté qui viennent nous parler, nos invités, d'un programme en rapport avec les troubles anxieux et de l'humeur. On aura ça dans quelques minutes à l'émission. On a un peu plus tard, dans l'Espresso et l'Espresso allongé, le sujet, la direction de la protection de la jeunesse. On a aussi notre chroniqueuse Caroline Dufranc qui vient nous voir en début de deuxième demi, qui va nous parler de des troubles psychotiques de son côté. Et on a bien sûr des chansons. La première qu'on vous fait entendre, c'est de Jonathan Pinchot et la chanson s'intitule « La dernière des arcades ». Bienvenue à Folie douce. Passe-moi 30 sous, v'là un, deux en échange. J'suis sur un continue, va donc me faire du change. 5, 4, 3, 2, 1, go, power up, final round. Le big boss du tableau n'en peut plus de m'attendre. Voyou est en place, t'es pas game d'y demander. Si pour une coupe de piastres, y'aurait de quoi fumer. Ça partirait le week-end sur un air de champion, comme quand Mario en peine attrape un champignon. La dernière des arcades, c'était un peu Vegas, c'était un peu Bagdad. La dernière des arcades, des bars et terminus de toutes nos escapades. La dernière des arcades. J'entends des bruits qui viennent de dehors. Y'en a un qui gémit à 2 doigts de la mort. Le gros fougère vient d'y en mettre la gueule pleine. À l'école c'était dans l'air depuis le début de la semaine. Regardons le Marco qui arrive en dérapage dans sa Camaro, perdu dans un nuage. Le Tito ouvert et la grosse toune de Guns calant sa canne de bière sans regarder personne. La dernière des arcades, c'était un peu Vegas, c'était un peu Bagdad. La dernière des arcades, des bars et terminus de toutes nos escapades. Lève pas les yeux, Sophie vient de rentrer. Si j'étais courageux, je me risquerais d'y demander de venir avec moi à la danse de ce soir. Mais je reste planté là, à topper mon high score. La dernière des arcades, c'était un peu Vegas, c'était un peu Bagdad. La dernière des arcades, des bars et terminus de toutes nos escapades. La dernière des arcades, la dernière des arcades, la dernière des arcades. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille mes invités qui sont Simon Laliberté et Émilie Jeté. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble d'un programme bien intéressant et d'un projet surtout. Dans votre cas, Simon Laliberté, vous êtes conseiller clinique et Émilie Jeté, vous êtes psychologue donc au programme des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, bien connu, qui fait plein qui, à mon avis, en tout cas, fait beaucoup plus de choses qu'avant. Je ne sais pas si c'est plus connu, mais on a l'impression qu'il y a une énergie puis il y a une effervescence au niveau des projets, des programmes. Je pense qu'avec l'accréditation ou l'avènement du statut d'institut universitaire, ça a vraiment développé une volonté de développer des pratiques innovantes, dont le projet qu'on a ici. On va parler, oui. Mais beaucoup de projets qui sont vraiment en ébullition à l'Institut. Ça, c'est intéressant parce que on a l'impression qu'on veut justement optimiser les choses, changer pour le mieux, en fait, les méthodes, les façons, les approches. Vous êtes, peut-être, avant de parler du projet, parlez-nous donc un petit peu du programme des troubles anxieux et de l'humeur. C'est un programme qui est situé même physiquement ailleurs que l'hôpital principal. Est-ce que Mme Jeté ou monsieur? Oui, effectivement. En fait, c'est une clinique externe. Le programme des troubles anxieux et de l'humeur est un programme de l'Institut universitaire en santé mentale. Oui. Et le programme des troubles anxieux et de l'humeur est une clinique externe qui s'adresse à des gens qui ont des difficultés, soit des troubles anxieux, soit des troubles de l'umeur. Et qui ont besoin donc d'un suivi spécialisé en psychiatrie. Et qui est physiquement ailleurs, parce que on connaît à peu près on connaît l'emplacement en fait de l'Institut, là, qui est Hochelaga et près du tunnel, en fait, mais dans votre cas, où vous travaillez? En fait, il y a trois sites pour le programme. Il y a ce que vous parlez là, au pavillon Bédard de l'Institut universitaire. Et il y a une clinique à Anjou et également une clinique à Saint-Léonard. Donc, la clinique Anjou, c'est plus spécifiquement au niveau des troubles anxieux et la clinique Saint-Léonard pour des troubles de l'humeur. Et au site Bédard, il y a d'autres programmes aussi là, qui sont plus spécialisés au niveau des troubles anxieux et de l'humeur. Mettons, on les met les deux ensemble. Oui. Et vous avez travaillé dessus sur le programme, sur le projet dont on va parler. Vous venez nous en parler justement, mais vous avez adhéré à cette démarche-là? En fait, c'est toute une équipe qui a développé ce projet-là, dont Simon et moi qui avons contribué au développement de ce projet-là. Oui, et qui est sûr, justement, pour briser, en fait, le but, c'est de briser la transmission intergénérationnelle de la psychopathologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est ça qu'on va savoir, en fait, maintenant. Donc, comment on peut présenter le projet? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Comment on peut le définir? Un des éléments nouveaux qui est intéressant avec ce projet-là, c'est fait en collaboration avec l'hôpital Rivière-des-Prairies. Parce qu'on se rendait compte que les professionnels de notre programme se rendaient compte que les gens qui étaient traités pour des troubles anxieux de façon plus... On commence avec les troubles anxieux avec notre projet. On se rendait compte que, comme parents, ils étaient préoccupés aussi du fait est-ce que je suis en train de transmettre ça à mes enfants? Moi, je suis stressé, je suis anxieux, j'ai des difficultés face aux enjeux de la vie, mais comment mes enfants vont vivre avec ça? Est-ce que parce que moi, je suis plus stressé que la moyenne, est-ce que mes enfants vont l'être aussi? Donc, c'est un peu cette préoccupation-là des parents qui venaient à la clinique qui a été à la base du développement de ce projet-là. Et c'est intéressant qu'on soit rendu à ce point-là parce qu'on devient vraiment ciblé, dans le fond, quelque chose, parce qu'on se dit souvent, c'est pas rare qu'on entend des parents qui disent, mes enfants, mettons, souffrent d'anxiété et moi aussi, j'en souffre. Donc, il y a toujours un lien qui se fait. C'est évident que les gens font le lien dans leur tête. Je ne sais pas si c'est le cas, mais... est-ce que c'est... Effectivement, puis il y a plusieurs études qui confirment ce phénomène-là de transmission de la psychopathologie du parent vers l'enfant. En fait, on sait que les enfants de parents qui ont un trouble anxieux sont jusqu'à 7 fois plus susceptibles d'avoir eux-mêmes un trouble anxieux. Donc, c'est un phénomène qui était connu, qui a été étudié, mais jusqu'à présent, il y avait peu d'interventions qui étaient faites pour tenter de prévenir cette transmission-là. Et le projet va... Puisque là, on parle, je pense, d'un projet pilote, mais qui voudrait éventuellement devenir permanent, donc qui devrait s'implanter. Alors, comment vous allez... Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, justement, pour pouvoir essayer de briser, justement, cette transmission-là qu'on parle? Oui, comme vous dites, c'est un projet pilote au niveau des troubles anxieux. Si ça fonctionne bien, c'est sûr c'est quelque chose qu'on veut tester aussi. C'est pas, on
on ne l'installe pas en se disant, ben voici, c'est ça. On veut s'assurer que notre intervention va être efficiente, donc va être efficace. Puis vous allez mesurer ou en tout cas revoir si effectivement ça fonctionne. Exactement, oui. Et si ça fonctionne, ben après ça, ce sera au-delà des troubles anxieux, aller vers les troubles dépressifs, par exemple. Et on sait qu'il y a certains enjeux qui sont similaires à ce niveau-là. Oui. Donc, les enjeux, c'est beaucoup aider les parents anxieux à être sensibilisés à comment ils se comportent, comment ça a un impact sur le développement de l'anxiété de quelqu'un d'autre, de leur enfant. Donc, l'intervention, ça va être des interventions de groupe aussi. On pense que ça peut permettre de déstigmatiser aussi. Quand, comme parent, tu fais quelque chose, mais que tu vois d'autres parents qui sont dans les mêmes situations, il y a comme quelque chose d'intéressant. Et c'est beaucoup d'apprendre de nouvelles façons de faire. C'est des gens qui vont avoir déjà reçu le traitement pour leur propre trouble anxieux. Donc, il va y avoir un cheminement qui est fait, mais qui, par la suite, de dire, ben, OK, c'est quoi l'enjeu pour mes enfants dans ça? Puis, on espère aussi que y a un niveau d'ancrage des composantes ou des enseignements qui ont été appris juste avant pour leur propre trouble, de dire, ben, peut-être que là, je vais mettre un autre tour de roue parce que mes enfants aussi sont impliqués là-dedans. Là. Est-ce que vous visez justement à prévenir? C'est-à-dire qu'on y va avec des gens, des adultes qui ont des troubles anxieux et on veut prévenir les jeunes enfants, disons, d'être un peu témoins de ce genre de troubles-là? Est-ce que c'est plus ça que vous visez? Ce projet-là s'adresse à notre clientèle, à la clinique Anjou. Donc, des adultes qui présentent une problématique anxieuse, qui reçoivent des services pour leurs difficultés. Et qui n'ont pas encore des enfants à un certain âge, mais en d'autres qui ont mots, des enfants de 0 à 18 ans et qui sont préoccupés par ce phénomène-là. Donc, après avoir eu des services à la clinique Anjou, après à mieux composer avec leurs difficultés, vient le projet de groupe qui va vraiment s'intéresser à cette problématique-là en particulier pour essayer dans le fond, d'identifier les bonnes pratiques parentales qu'ils ont déjà et celles qui sont peut-être à modifier ou à optimiser, qui soient de plus en plus conscients aussi de l'impact de leur comportement sur le développement de leur enfant. Juste ça, c'est déjà beaucoup de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un impact. Donc, ils doivent s'auto-évaluer ou en tout cas tenter d'essayer de se voir avec une perspective puis dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais améliorer parce que ça ne doit pas être évident. Ils ont cette problématique-là. Donc, c'est pas évident de casser certaines façons de faire, mais il faut qu'ils en soient conscients. Oui, et on pense que pour certains, ça peut être une motivation supplémentaire. Parce que le fait oui, j'ai certaines difficultés, mais ça peut influencer les gens autour de moi. Donc, ça peut... on va évaluer, est-ce que ça devient une motivation supplémentaire? Oui. Est-ce que vous avez, dans votre programme, dans votre projet, est-ce que vous avez l'idée aussi de faire intervenir les enfants eux-mêmes? Est-ce que ça va jusqu'à là? Parce que là, vous agrandissez finalement l'éventail de personnes que vous verriez. Est-ce que c'est dans les plans de faire ça? C'est-à-dire pas juste de s'attarder aux gens qui ont des problèmes de ces problématiques-là, mais leurs proches aussi. Mm-hmm. En fait, au sein du programme, quand on fait des psychothérapies, les gens sont invités à être très actifs entre les séances de psychothérapie. Donc, oui, le groupe, ça va être un groupe de parents, mais entre les rencontres, ils vont être invités à faire beaucoup de choses avec leurs enfants pour immédiatement mettre en pratique ce qu'ils entendent, ce qu'ils apprennent pendant les séances de groupe. Ils vont avoir des devoirs à faire, en d'autres mots, des trucs pour justement venir revalider par la suite avec vous. Ouais. Pour l'instant, on ne pense pas intégrer les enfants dans ces groupes-là. Mais par contre, les enfants vont être évalués, pour notre projet pilote, vont être évalués par l'équipe de Rivière-des-Prairies pour vérifier est-ce que notre intervention auprès des parents réussit à avoir un impact chez les enfants. Parce qu'on sait que les jeunes de moins de 18 ans, quand ils ont une problématique de santé mentale, entre autres, vont à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Exactement. C'est vraiment les spécialistes au niveau des enfants. Puis c'est ce qui est intéressant de collaborer avec eux au niveau de l'évaluation des enfants. Oui. Comment, sur combien est-ce que vous donnez un aperçu de temps pour faire ce projet et finalement mesurer un peu les effets? Est-ce que vous avez déjà une idée à peu près dans le temps où est-ce que ça se situe? Bien, en fait, le projet va voir le jour d'ici quelques mois. Oui. Et ensuite,
Selon le nombre de parents disponibles pour faire ce groupe-là, il va être donné un peu de façon continue. Parce que ce qui est intéressant, ce que vous mentionnez justement, M. Lavie-Liberto, tout à l'heure, c'est que ce modèle-là pourrait être repris dans d'autres types de problématiques. C'est ça qui devient intéressant. Si c'est un modèle qui est très dynamique puis qui donne des bons résultats, ça peut avoir des effets bénéfiques ailleurs aussi. Oui, on le souhaite. Puis c'est sûr que on cible les éléments appris de la problématique. Tu sais, c'est sûr, on ne touche pas à la génétique. On sait qu'il y a des éléments qui sont génétiques dans la transmission. Mais par contre, nous, on cible vraiment les éléments appris. Donc, les éléments appris font partie des troubles anxieux, mais font partie aussi des troubles de l'humeur, des dépressions, des façons de penser. Nos parents viennent nous teinter comment on apprend à penser, donc de cibler ces éléments-là. Donc, oui, les troubles anxieux, les autres troubles de l'humeur vont être... Madame Jeté, vous parliez tout à l'heure de plus tôt, c'est ça qu'il y avait, je pense, 7 cas sur 10. On a passé rapidement là-dessus, mais c'était important. C'était quoi la statistique? En fait, les enfants de parents qui ont un trouble anxieux ont jusqu'à 7 fois plus de risques de développer eux-mêmes un trouble anxieux. Oui, alors c'est quand même énorme. Important. C'est encore plus important. C'est intéressant comment on peut suivre ce projet-là. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir éventuellement un retour, si on vous réinvite, je sais pas, qu'est-ce que vous espérez peut-être comme résultat, comme suite là, au projet? Mais c'est ça, les suites, là, c'est de le mettre en branle. On est vraiment embryonnaire, on commence, c'est ça. Installé, puis Exactement. Puis vu que ça fait partie des pratiques de pointe de l'Institut, il y a vraiment une visibilité qui est accrue. Il y a des présentations, on a déjà fait une présentation qui est disponible sur Livestream à l'Institut universitaire de santé mentale, si les gens veulent aller. À ce moment-là, on cherche quoi comme mot-clé pour avoir la présentation? C'est sur le site web, dans l'onglet Livestream, il y a toutes les présentations qui sont disponibles, puis c'était le 2 octobre. 2 octobre de 2014. Oui, donc en allant là, donc en cherchant ça, on peut avoir la présentation puis voir justement les différents tableaux là, que vous avez présentés. Ouais. Exactement. Et ça va se continuer. L'ensemble des pratiques de pointe, il y a comme une volonté que ça soit très, très disponible, facilement disponible. C'est très intéressant. Je souhaite que ça donne effectivement des bons résultats. Je vous souhaite à vous bon succès et je vous remercie aussi d'avoir été des nôtres. Donc, Simon Laliberté, conseiller clinique, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Et Émilie Jeté, donc psychologue au programme des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Au revoir. Prends ma main, puis accroche-toi bien, ils vont t'accorder les bœufs. Les girouettes, la poudre dans le toupette, on se garocher de la poudre aux yeux. Y a des paroles en l'air, du silence qui se perd. Trop de bruit pour si peu souvent que du vent. La fumée dans l'écran, du blabla, du clinquant, tant de fake et de faux semblants que tu vends. Y a tout ce qu'on nous fait croire et nos propres à croire. Quand tu sais plus qui c'est qui ment, que tu vends. Heureusement les enfants vont sortir, les types secs au printemps, pédalant insouciants, nous faisons nous oublier un instant. Y a le vide à combler, nos tranchées à creuser, à coups de pelle dans les sentiments que tu vends. Les plaisirs qui se fanent, l'adrénaline en calme, qui te laisse croire que t'es bien vivant, que tu vends. Et les moments qu'on passe, accroupis dans la vase, à patauger dans nos tourments, que tu vends. Heureusement les enfants vont sortir, les petits basics au printemps, pédalant insouciants, nous faisons nous oublier un instant.
ben du silence qui se perd. Trop de bruit pour si peu souvent que du vent. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous sommes maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, le sujet cette semaine, c'est la direction de protection de la jeunesse. Oui, la fameuse DPJ. DPJ, c'est ça, communément connu. Dont, Oui. dont on parle souvent, ça revient souvent dans l'actualité. Et je vais vous lire quelques passages de ce qu'on peut donner comme définition de la DPJ. Mais je n'aurai pas le temps de tout définir, ça serait trop long. En fait, je vais vous lire quelques passages qu'on trouve directement sur le site de Wikipédia. C'est plutôt méconnu. On pense J'ai qu'on l'impression connaît, qu'on en entend parler souvent, mais il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. On ne connaît pas le fonctionnement de l'endroit. Et tout ce que ça fait comme service aussi. Oui, mais en fait, la loi sur la protection de la jeunesse, en 1977, qui fut amendée en 2006, a confié son application à une personne, c'est-à-dire le directeur de la protection de la jeunesse, et non pas à un organisme impersonnel. Il y a 19 directeurs de la protection de la jeunesse au Québec. Certaines régions administratives en ont plus d'un seul directeur. Maintenant, faire un signalement, c'est ce dont je vais vous parler surtout aujourd'hui. Mais on dit que faire un signalement, c'est déjà protéger un enfant et c'est le slogan de la direction de la protection de la jeunesse. La réalité est cependant plus complexe, car autant que la majorité des enfants bénéficient de l'intervention de la DPJ, pour certaines familles, ce fut le début d'une descente en enfer. Certaines pratiques autour de l'application de la Ligue de la loi de la protection de la jeunesse par le système de la protection de l'enfance au Québec font l'objet de nombreux griefs souvent étouffés. La culture du silence en prime, tout cela empêche de mesurer l'ampleur des critiques. Les questionnements furent aussi sur le taux d'enlèvement des enfants par la force par habitant au Québec qui serait 2,5 fois plus élevé qu'en Suède, 3 fois plus élevé que dans la province voisine anglophone de l'Ontario et 6 fois plus élevé qu'en Grande-Bretagne et 17 fois plus qu'en Espagne. Donc, les enlèvements ont lieu souvent au Québec et souvent, c'est un des deux parents qui va enlever les enfants suite à une séparation. Ah, tu veux dire enlèvement, kidnapping? Kidnapping, oui. Ouais. Et c'est ça, j'avais lu quelque chose là-dessus, puis c'est assez étonnant le nombre d'enlèvements qu'il y a. Oui. On n'entend pas toujours parler, puis c'est effectivement... C'est pas tous les cas qui sont médiatisés. Là. On a des fois des alertes Amber, tout ça, mais c'est pas... C'est souvent les conséquences fâcheuses de deux adultes pendant le divorce qui agissent comme... Qui servent un peu de l'enfant, des malheureusement, fois. qui agissent pas comme des adultes. Ouais. Mais maintenant, pour revenir au signalement, le nombre de signalements traités à l'échelle de la province par les DPJ du Québec au cours des 10 dernières années est passé de 60 091 à 80 540 par année pour une population mineure en diminution constante, chiffrée à quelque 1 523 000 jeunes. Ça, c'était en 2013. Et quand je parle de signalement ici, là, je parle des gens qui observent un jeune qui serait d'après eux négligé ou maltraité. Je vais revenir plus tard dans l'autre Espresso probablement pour vous expliquer. Mais quand je parle de signalement, là, c'est ça, je veux qu'on comprenne. Quelqu'un de l'extérieur appelle pour dénoncer une situation. Là. Maintenant, de ce nombre, de tous ces signalements, environ 40% sont retenus pour évaluation et 60% ne sont pas retenus par la Direction de la protection de la jeunesse pour diverses raisons. Maintenant, l'évaluation de la situation. Après avoir décidé de la recevabilité d'un signalement, le directeur de la protection de la jeunesse doit évaluer si les faits signalés sont fondés. Et si tel est le cas, s'ils compromettent la sécurité ou le bien-être de l'enfant, il y a des gens qui sont chargés dans un premier temps, évidemment, d'évaluer. On n'enlève pas les enfants directement. Oui, ça, c'est les centres régionaux qui s'occupent de ça. Il y a un processus d'évaluation pour voir si effectivement il y a une situation où on doit retirer un enfant. Exactement. Ouais. Donc, la personne qui est chargée de cette évaluation analyse la situation avec l'enfant, avec les parents et les autres personnes concernées. Elle vérifie les faits signalés, elle évalue la gravité de la situation, elle considère la vulnérabilité de l'enfant compte tenu de son âge, son état physique ou mental.
Elle évalue la capacité des parents compte tenu de leur reconnaissance de la situation, de leurs ressources et de leurs difficultés personnelles. Et elle investigue les ressources de l'entourage familial. À la suite de cette évaluation, il peut s'avérer que les allégations ne soient pas fondées ou que les allégations soient fondées et que la sécurité ou le développement de l'enfant soit compromis. Le dossier est alors fermé. Si les clients le souhaitent, on peut les orienter vers les établissements ou les organismes ou les personnes susceptibles de les aider. Maintenant, j'ai parlé tantôt de critiques. Moi, c'est sûr que je vais être pour la DPJ malgré les dérapages à l'occasion. Je pense d'abord aux enfants. Mais je vais vous parler maintenant des critiques. L'anonymat qui entoure les cas soumis à la DPJ, parce que les personnes qui font les signalements se fait toujours dans l'anonymat. On ne donne pas le nom des personnes. C'est pourquoi autrement, les gens auraient peur de faire des signalements. Mais l'anonymat qui entoure les cas soumis empêche de mesurer l'ampleur des critiques à son endroit. Si bien que l'idée d'une enquête publique sur l'ensemble de la direction de la protection de la jeunesse semble, selon certains observateurs, l'option la plus souhaitable. Et il y a eu un film qui s'appelait « Les voleurs d'enfance ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est l'animateur radio, je pense que c'est Paul Arcand qui l'a réalisé. Je pense que oui, mais ce film a largement contribué à briser le silence des familles, des parents et des enfants, s'estimant injustement traités par la DPJ. Un certain nombre de poursuites juridiques de grande envergure ont été médiatisées, mais les divulgations publiques de situations problématiques restent rares. Les parents et parfois les enfants craignant d'aggraver davantage leur cas aux yeux de la DPJ. Et les divulgations publiques de situations s'étant bien déroulées et qui ont été bénéfiques pour les familles sont également rares. Encore une fois, à cause de la confidentialité des dossiers qui est exigée par la loi. Bien, merci beaucoup. On va poursuivre d'ailleurs à l'Expresso allongé, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Donc, la direction de la protection de la jeunesse. Merci Pierre. Et demeurez des nôtres. Merci Ghislain. À venir dans l'émission Folie douce, notre chroniqueuse Caroline Souffrant nous présente son sujet qui est sur les troubles psychotiques. À l'Expresso allongé, nous poursuivons sur la DPJ. Nous entendrons aussi les chansons Une vieille taupe de Julien Sago et Juste pour prouver que j'existe de Karim Diouf. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Je reçois maintenant notre chroniqueuse Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue à Folie douce encore une fois. Merci. On a une autre belle chronique qui débute, donc sur un sujet encore intéressant et un sujet qui est quand même où il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est un peu les troubles psychotiques. Ça va faire un peu le tour là, de différentes problématiques là, quand on parle de troubles psychotiques. Oui, ça? tout à fait. Donc, la psychose et les troubles psychotiques, c'est un peu des termes que beaucoup de gens utilisent des fois sans savoir la portée ou le sens réel. Ouais.
Par exemple, on la retrouve dans la schizophrénie ou dans d'autres troubles comme la dépression sévère ou la maladie d'Alzheimer. Il y a plusieurs troubles psychotiques. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à la psychose et les troubles psychotiques dans les médias notamment, parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et on parle beaucoup d'aliénation mentale, de responsabilisation criminelle et tout, quand on parle des personnes qui ont des troubles mentaux graves et qui ont commis des actes de violence. Pourtant, les personnes qui ont un problème de schizophrénie ne sont pas plus dangereuses que dans la population en général, mais les médias, dans la manière que c'est abordé quand des incidents arrivent, c'est très sensationnaliste et ça fait en sorte que ça amplifie le sentiment de peur générale à l'égard des personnes qui ont ce type de difficultés. Comme disait un des invités qu'on avait à une certaine émission, nous disait, c'est rare qu'on va dire le meurtrier diabétique a abattu 4 personnes. Ouais. On va pas parler de sa maladie, mais ça peut arriver. Là, justement, ouais, quelqu'un n'a pas de problème de santé mentale et qui tue du monde. Là. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par définir c'est quoi la psychose. Donc, c'est vraiment une perte de contact avec la réalité. Ça peut se manifester par des délires ou des hallucinations de divers types. Des fois, dans la littérature, on confond un peu une personne qui se divise en plusieurs personnalités, mais c'est pas une rupture de l'esprit, c'est vraiment c'est une rupture de l'esprit avec la réalité et non de la personnalité. Dans le DSM-4, il y a 8 troubles psychotiques. Je vais en aborder seulement 4 aujourd'hui. Le DSM-4, on rappelle, c'est l'espèce de bible là, de tous les troubles de santé mentale. Là. Oui, tout à fait. Donc, il y a la schizophrénie. Les critères diagnostiques les symptômes peuvent varier énormément d'une personne à l'autre et chez une même personne. Donc, on parle d'idées délirantes, d'hallucinations, de discours désorganisés, comportements désorganisés. Ces symptômes doivent être présents pendant une partie, c'est quand même importante du temps, pendant au moins 1 mois. Notamment dans les symptômes de psychose, il y a les symptômes positifs et négatifs. Ce qu'on veut dire par positif ou négatif, ça n'a rien à voir avec un caractère positif, c'est agréable, négatif, c'est désagréable. C'est vraiment positif, quelque chose qui s'ajoute au fonctionnement normal de la personne, et symptômes négatifs, quelque chose qui s'enlève. Donc, je vais vous donner des exemples. Au niveau des symptômes positifs, quelque chose qui s'ajoute, donc les hallucinations auditives au niveau des voix, une personne qui entend des voix, visuelles, une personne qui voit des formes, des objets précis ou flous, olfactives ou gustatives, généralement c'est des odeurs ou des goûts qui sont désagréables, tactile au niveau de sentir qu'on a des insectes qui nous grouillent sous la peau par exemple. Donc c'est toutes sortes d'hallucinations de ce genre-là. Au niveau des hallucinations psychiques, la personne peut croire que des pensées lui sont imposées de force ou que quelqu'un contrôle son esprit. Elle peut avoir des idées délirantes comme de la paranoïa, croire qu'on va l'attaquer, penser qu'elle va souper avec le président des États-Unis ou avoir des idées de grandeur de ce genre-là. Elle peut aussi voir des liens entre des choses qui n'ont pas de lien. Par exemple, je sais pas, une jeune fille écoute Bad Romance de Lady Gaga, donc elle se dit Lady Gaga est en train de me parler parce que je vis une rupture, donc elle est en train de me parler. Donc, c'est tous des symptômes comme ça que ça peut se manifester. Et ce qui est vraiment important de dire, c'est que ça ne sert à rien de dire à la personne en psychose que ce qu'elle voit, c'est pas réel, parce que pour elle, c'est aussi réel que le ciel bleu que nous, on voit quand on sort dehors. Donc, c'est sa réalité, elle le perçoit, elle le ressent, c'est vraiment réel pour elle. Donc, c'est pas recommandé de lui dire que c'est pas réel, parce que de toute façon, elle sera pas d'accord, pour elle, c'est réel. Ça peut la troubler, en fait, c'est ça, ouais. Ça peut la... Ouais. Au niveau des symptômes négatifs, donc quelque chose qui s'enlève en quelque sorte, donc il y a le retrait social, le manque d'énergie et de motivation, de l'apathie, une fatigue profonde, une perte d'intérêt pour tout ce qui peut, pour le tout, en fait, ça peut même affecter les tâches de la vie quotidienne, ou comme prendre soin de son hygiène, etc. Une pauvreté de la pensée, de la parole ou des actions, aucune suite logique dans la pensée, ou dans les paroles ou dans les actions. C'est comme si la personne était un peu au ralenti. Donc, c'est un peu les symptômes négatifs que la personne peut vivre quand elle a des symptômes psychotiques. Et la schizophrénie, elle se déclare souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Oui. Et pour la schizophrénie, pour un point positif, on a déjà parlé des fois avec notre chroniqueur Bernard, mais avec l'âge, apparemment,
c'est une des maladies qui s'améliore. En fait, l'état de santé d'une personne s'améliore avec l'âge. C'est un bon côté de vieillir. Là. En fait, ça me fait penser à M. Luc Vigneault, qui était passé à Tout le monde en parle, qui avait sorti un livre, justement, je suis une personne, pas une maladie. Ouais. Et lui, il a un diagnostic de schizophrénie. Et il mène une vie quand même normale, bien rangée, il travaille. Donc, c'est possible pour une personne avec ce type de problème-là de mener une vie normale. Et elles sont pas nécessairement dangereuses comme beaucoup de gens croient dans la société. Évidemment, les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'une approche, que ce soit médicamenteuse ou mentale, ou c'est ça, mais quand même, c'est pas des personnes plus dangereuses nécessairement que d'autres personnes. Oui, tout à fait, puis ça a été prouvé par des études. Ouais. Sinon, pour un autre trouble psychotique, le trouble schizoaffectif, donc c'est un trouble dans lequel on retrouve des traits du trouble bipolaire et de la schizophrénie. Donc, il y a un mélange d'un épisode maniaque, donc une euphorie extrême, suivi d'un épisode dépressif majeur ou mixte, ou dans les deux. Sinon, il y aurait également, brièvement, le trouble délirant. Donc, c'est des idées délirantes, un peu ce que je viens de parler, pendant au moins 1 mois. Et les hallucinations vécues par la personne sont liées au délire. Donc, des idées improbables qui sont pas possibles dans la vie réelle. Par exemple, je sais pas, une personne qui pense avoir vu des organes d'extraterrestres dans la rue, par exemple. Et le trouble psychotique bref, c'est les mêmes symptômes qu'on a nommés précédemment, pendant au moins 1 jour et moins d'1 mois. Et il y a des personnes qui vont avoir ce trouble-là dans leur vie une fois et qui ne l'auront plus jamais après. Donc, ça peut arriver pour une personne par exemple, une personne qui vit un grand stress ou une grande détresse peut vivre un épisode psychotique pendant une période de temps très courte et ça ne se reproduit plus jamais par la suite. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver également. Et souvent, tu mentionnes encore une fois avec une description, mais les gens n'ont pas souvent idée de ce que la personne peut souffrir. Quand on dit tout ça, il me semble que ça fait réaliser que c'est tellement souffrant, c'est tellement difficile. On ne peut pas vivre même le quart de ce qui est écrit ici. Oui, tout à fait. Mais il y a de l'aide qui existe, il y a des ressources qui existent. Puis comme je le disais, il y a des gens qui, malgré des problèmes de ce type-là, qui sont actifs, qui mènent des vies, quand même des bonnes vies, des vies rangées, qui travaillent. Donc, c'est possible de s'en sortir. Au niveau des causes, il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer la psychose, notamment quand une personne consomme du cannabis, ça peut provoquer la maladie chez les personnes qui étaient déjà vulnérables psychologiquement, ou comme peu importe le type de drogue, ça peut venir déclencher la maladie chez des gens qui avaient déjà une vulnérabilité. Ouais. Également, on dit que selon diverses études, les niveaux de dopamine pourraient être trop élevés dans le cerveau, mais ça reste une information sur laquelle il y a encore des débats. Le stress et certains événements majeurs de la vie quotidienne peuvent être un facteur de risque, comme un mariage, un examen, une promotion, un déménagement, une fête, etc. Et quand des événements comme ça se produisent trop rapidement, ça peut venir fragiliser la personne qui était déjà atteinte. Le milieu socio-économique, parce qu'on remarque que la majorité des personnes schizophrènes viennent d'un milieu plus défavorisé, où il y a plus de symptômes négatifs, comme je nommais tantôt. Donc, également, certaines émotions qui sont exprimées autour de la personne atteinte, comme l'hostilité ou l'intrusion, ça peut venir fragiliser la personne qui est atteinte de ce type de problème-là. Donc, au niveau du traitement, comme je parlais, il y a des solutions il y a quand même de l'aide qui existe et des ressources. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même difficile à traiter parce que les médicaments font beaucoup d'effets secondaires qui sont désagréables. Comme la prise de poids, le sentiment d'être zombie, la baisse du désir sexuel, la bouche pâteuse, etc. Donc, ça peut pousser les gens à arrêter leur traitement. Et en arrêtant leur médication, il y a un risque suicidaire qui devient beaucoup plus important, notamment chez les personnes schizophrènes. On parle de 42% qui vont tenter de mettre fin à leur jour si elles arrêtent leur médication. Mais aujourd'hui, on peut quand même adapter le traitement selon le seuil de tolérance de la personne aux effets secondaires. Et il y a comme je disais, des personnes schizophrènes qui mènent des vies sociales et actives. Également, oui? Non, là, je disais la bonne nouvelle, en fait, pour les effets secondaires, c'est de moins en moins présent. Alors, la science avance au niveau de la médication pour permettre justement d'être le plus précis possible dans le traitement. Là. Oui, tout à fait. C'est quand même bien. Oui. Et aussi... une chose qui arrive souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont arrêter de prendre leurs médicaments parce qu'elles vont croire qu'elles sont guéries, que leurs symptômes ont disparu. Mais ça peut provoquer des nouvelles crises parce qu'il y a des maladies mentales dont on ne peut pas guérir. Même si on peut mener une vie normale, il y a des maladies pour lesquelles on devra toujours être traité à vie. Donc, ça devient complexe au niveau de l'éthique parce que où est la ligne entre forcer une personne à se médicamenter et le respect de ses droits? Donc, c'est vraiment une ligne qui est mince à tracer.
Donc, l'intervention précoce, ça limite l'installation et le développement des symptômes. Il faut aussi beaucoup d'accompagnement en dehors du milieu hospitalier, en plus du suivi médical. Et on dit souvent qu'en santé mentale, quand on combine la médication et la psychothérapie, c'est vraiment la clé pour avoir une stabilité. En psychothérapie, ce qu'il faut miser, c'est vraiment connaître sa maladie, ses symptômes, son évolution, accepter les deuils et les limitations que nous cause la maladie, travailler des habiletés sociales et aussi travailler des événements de la vie associés à la maladie, chercher le sens des hallucinations et des délires, parce qu'il y a souvent un sens caché qu'il faut découvrir. Et au niveau social, il faut lutter contre la stigmatisation, les préjugés, sensibiliser, soutenir les familles, parce que c'est lourd pour les familles et les proches. Faire d'accompagnement au travail également pour que les personnes soient quand même capables de fonctionner, de travailler si elles désirent travailler. Et d'être à l'écoute, en fait, surtout quand on parle, par exemple, de schizophrénie ou d'autres problématiques. Il y a des signes avant-coureurs. La plupart du temps, les gens... si on observe bien, on peut essayer d'agir rapidement pour pas laisser la situation se dégrader, parce que plus on attend, je pense, plus ça va être difficile à revenir. Oui, puis souvent, quand on attend trop, les gens s'auto-médicamentent avec de la drogue. Donc, c'est mieux d'intervenir le plus tôt possible pour éviter, pour avoir la meilleure stabilisation possible. Ouais. Donc, au niveau des ressources, dans l'ouest de l'île, il y a les Amis de la santé mentale, Friends for Mental Health, qui accompagnent les proches, qui donnent des conférences, des ateliers pour les proches, des outils pour vraiment la famille, les amis. Il y a la Société québécoise de la schizophrénie également. Sinon, il y a également le service de référence de la Fondation des maladies mentales qui est également sur leur site web. Il y a des références, vous pouvez les téléphoner également pour avoir des ressources. Et on rappelle, pour intervenir, les gens disent oui, comment on intervient? Si la personne est en crise, 911 existe. Donc ça, s'il y a vraiment une urgence, c'est ça. Sinon, n'importe quel médecin où vous pouvez aller soit en clinique ou peu importe, dans un CLSC, faut essayer d'accompagner une personne puis l'encourager à consulter si elle ne se sent pas bien. Là. Oui, tout à fait. Donc, dès que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, c'est sûr, il faut appeler le 911. Tout à fait. Exactement, si c'est vraiment urgent. Donc, merci Caroline pour encore une fois ce beau sujet. On parlait aujourd'hui donc des différents problèmes, des différents problèmes qui touchent aux problèmes psychotiques, en fait. Donc, tu as énuméré quand même beaucoup d'informations là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye. Il travaille dans une mine, mais pas une mine de crayon, une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et quand la cloche sonne pour manger le bourguigne, ses compagnons résonnent et lui font péter les une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et c'est là que ça détonne, il retourne dans les baffes. C'est à 10 000 pieds sous terre qu'il a construit sa maison. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et c'est avec les vers et les petits fourmilions qu'il dormit sans peine comme un vieux garçon. Il travaille dans une mine, mais pas une mine de crayon, une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. De retour au micro, donc, pour l'Espresso allongé, Pierre Laporte et Ghislain Malo, encore une fois, à ma compagnie. On continue le sujet que tu as commencé un peu plus tôt dans l'émission, Pierre, sur la DPJ. Oui. Oui. Et dans cette deuxième partie, je vais vous donner c'est quoi les motifs de signalement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles une personne, soit un voisin ou ça peut être une personne de la famille aussi, aurait des raisons d'appeler la DPJ. Oui. C'est quoi, là, les... Et on sait que les différentes problématiques que les enfants vivent qui donc peuvent vraiment affecter leur santé ça peut les affecter physique et mentale. Toute leur vie, ça peut les affecter. Exactement. Alors, la loi de la protection de la jeunesse prévoit que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis dans les situations suivantes. Premièrement, il y a l'abandon. Lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou que ceux-ci n'en assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation et que dans les deux situations, les responsabilités ne sont pas assumées. Ça, c'en est une. Ça veut dire que ça serait comme un enfant de 10 ans qui vivrait tout seul pendant 2-3 semaines. Bien, peut-être pas nécessairement tout seul. Pas tout seul, mais qu'on se rend compte que les parents ne sont pas assez présents. C'est déjà arrivé qu'il y a des enfants qui étaient vraiment... Qui restent jusqu'à 2 heures du matin tout seuls, puis les voisins trouvent ça drôle qu'il n'y a pas de présence. Ouais, ça, c'est de l'abandon. Ouais. Une autre raison de signaler à la DPJ, c'est la négligence. C'est pas exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire, lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répond pas à ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources. Ou encore de la négligence sur le plan de la santé en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique. Ou encore sur le plan éducatif en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. Ouais. C'est pas la même chose que violence qui va venir après. Non. On y arrive maintenant. C'est ça, même de base, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des situations extraordinaires, mais même ça, des besoins de base, les parents ont des responsabilités, puis des fois, ils ne sont même pas remplis, ces responsabilités. Et je vous ai donné les chiffres tantôt. Il y en a beaucoup des signalements qui se font. Ouais. Une autre raison, un autre motif de signalement, ce sont les mauvais traitements psychologique. Lorsque l'enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer des préjudices de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités. Ouais. Maintenant aussi, il y a les abus sexuels. Lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel ou avec ou sans contact physique de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Maintenant... Qui est la plus spectaculaire en nos jours parce que c'est ça des fois qui est médiatiquement la plus parlée. Là. Oui, peut-être. Tu parlais tantôt des abus physiques, Ghislain. Bien, lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Maintenant, les troubles de comportement sérieux. Lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. De plus, la loi de la protection de la jeunesse prévoit que la sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis dans d'autres situations. C'est-à-dire, si un enfant quitte sans autorisation son propre foyer ou sa famille d'accueil, ou j'ai parlé tantôt de la non-fréquentation scolaire, si l'enfant est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment, ou le délaissement parental, si les parents ne s'acquittent pas des obligations de soins, d'entretien et d'éducation dont je vous ai parlé tantôt. Ouais. Maintenant, quand on fait un signalement, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 514-896-3100. Il y a un service en anglais. C'est le 514-935-6196. Et on va redonner les numéros de téléphone plus tard dans l'émission.
Ça, c'est pour faire un signalement et ça se fait dans l'anonymat. Il y a un site web, j'imagine, aussi, pour donner des informations là, en oui. cherchant des PJ sur Internet. Oui, sûrement. Et aussi, il y a un autre numéro qu'on peut composer si on veut, si on a simplement des inquiétudes par rapport à un enfant et on n'est pas prêt vraiment à faire un signalement, mais on aurait besoin d'informations. Tu sais, parce que des pour fois, savoir, est-ce que ça peut être dans une zone grise. Est-ce que c'est signalable, par exemple, l'interrogation? À ce moment-là, on appelle le 1-800-463-4834. Et là, on va vous donner des informations. Et suite à ces informations, bien, à ce moment-là, on peut procéder à faire un signalement officiel. Oui, il faut aussi dire quand c'est très, très grave, il y a toujours le 911 pour protéger les enfants. Oui, il y a toujours ça. Mais moi, j'encourage les gens à faire des signalements. Parce que... Fondé, évidemment. Là, oui, il faut que ce soit fondé. Il faut s'informer, il faut voir. Mais s'il n'y a pas lieu d'intervenir, s'il n'y a pas lieu d'enlever l'enfant de son milieu familial, la DPJ ne le fera pas. De toute façon, c'est ça. Avant d'enlever un enfant d'un milieu familial, il va falloir qu'elle analyse finalement la situation. Oui, j'encourage à le faire, même si dans certains cas, les familles d'accueil n'étaient pas vraiment qualifiées pour le faire. Oui. Merci beaucoup pour les informations. Merci beaucoup, Ghislain. Et merci beaucoup, Pierre. On continue en musique à Folie Douce. J'ai faim, j'ai soif, j'ai rien à manger, mais ça m'en prend rien que quelques sous pour manger, boire, rester en vie. Souhaiter que demain soit meilleur. La vie se passe sans moi, elle n'est pas supposée d'être comme ça. Ma vie sans moi, je peux pas l'imaginer. J'irai prouver que j'existe. J'irai prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop occupés à faire leur vie, j'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte. Mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte. Je changerai de passeport pour un monde meilleur, avoir le droit d'aller où je veux, sans me faire poser de questions. Dans tous les aéroports, je serai Canadien, Américain, Brésilien, Australien, Français, Sénégalais, Burkinabé, être citoyen du monde, juste pour leur prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop occupés à faire leur vie, j'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte. Mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte, mingi melni dañu fàtte. La vie n'est pas facile quand on est sans le sou. La vie n'est pas facile quand on est sans famille. La vie n'est pas facile quand on est sans abri. C'est comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Non, 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 non. Comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Non, 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 non. C'est comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Oh, 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 oh. Comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Non, 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 non.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous y allons avec la nomenclature des chansons. Je clame à l'eau à ma compagnie. Alors, on a écouté plusieurs chansons, bien sûr, comme à notre habitude à chaque semaine sur Folie douce. On a écouté la première la dernière des arcades. Oui, de Jonathan Pinchot. On a écouté Marie-Lou S'en fout. Du groupe Les Cowboys Fringants. Dans la deuxième demi, on a pu entendre Une vieille taupe. De Julien Sago. Et à l'instant, juste pour prouver que j'existe. Oui, de Karim Diouf. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation au micro également. Merci. Et ta recherche. On a, merci aussi à Pierre donc pour la mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé, où il a été question de la DPJ. Tu veux rappeler les coordonnées d'ailleurs? Oui, en terminant. Oui, s'il y a des gens qui voudraient faire un signalement à propos d'un jeune qui pourrait être soit maltraité ou négligé, le numéro de téléphone, c'est le 514-896-3100. Il y a une ligne en anglais, c'est le 514-935-6196. Et si vous voulez simplement avoir des renseignements, si vous pensez que vous n'êtes pas sûr de vouloir faire un signalement, mais vous pouvez faire le 1-800-463-4834 et on répondra à vos questions. Merci beaucoup. Je remercie nos invités Émilie Jeté et Simon Laliberté qui nous ont parlé d'un programme en rapport avec les troubles anxieux et de l'humeur. Je remercie aussi notre chroniqueuse Caroline Souffrant qui nous a parlé de son côté des troubles psychotiques. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop